un avant-projet de loi qui porte administration du travail d'intérêt général. En rappel, le travail d'intérêt général était régi par une loi du 6 avril 2004 qui, à la pratique, à l'application, s'est révélé un certain nombre d'insuffisances. Pour relever ces difficultés et permettre au travail d'intérêt général d'être une réalité, il a été nécessaire de la relier. Les réformes qui sont entreprises visent à permettre d'avoir une justice crédible, accessible, qui réponde aux attentes de nos populations. Et effectivement, on ne peut pas faire de réformes qui répondent à cet objectif et laisser de côté le surpeuplement carcéral. Et comme vous le savez, nos prisons sont aujourd'hui pleines de personnes condamnées pour X raisons. Donc pour résoudre ce problème, il était nécessaire de s'attaquer à l'origine de cette surpopulation carcérale. Cette surpopulation carcérale se retrouve au niveau de nos prisons parce que des peines de condamnation sont prononcées. La peine de travail d'intérêt général vise effectivement à résoudre ce problème parce qu'il sera prononcé en remplacement de l'emprisonnement systématique qui est prononcé pour que ces personnes se retrouvent au niveau de nos prisons. Alors, quelles sont les innovations majeures de cette loi par rapport à celles qui existaient déjà en 2004? Il faut reconnaître qu'à travers ce projet de loi qui va être certainement transmis à l'Assemblée législative de transition, la première innovation, c'est que le travail d'intérêt général devient une peine autonome. Son prononcé n'est plus soumis au consentement du prévenu. Parce qu'avec la loi de 2004, il fallait que le prévenu, bien entendu, donne son consentement pour que la peine d'intérêt général soit prononcée. Avec ce projet de loi, il n'y a plus de consentement. C'est une peine autonome qui pourrait être prononcée comme toutes les autres peines d'emprisonnement. Seconde innovation, c'est qu'il y a un certain nombre d'infractions pour lesquelles la peine de travail d'intérêt général sera systématiquement et automatiquement prononcée par le juge sous certaines conditions, bien entendu, qui sont liées à la dangerosité du prévenu, qui sont liées, bien entendu, au désintéressement de la partie civile. Nous parlons par exemple des infractions aux biens. Il faut que la partie civile puisse attester effectivement qu'elle a été désintéressée avant que la peine ne soit prononcée. Autre innovation, c'est que nous avons étendu la liste des entreprises qui pouvaient accueillir les personnes qui ont été condamnées à une peine d'intérêt général. Avant, c'était exclusivement l'administration publique, mais aujourd'hui, même les entreprises privées peuvent effectivement recevoir les condamnés à une peine d'intérêt général. Donc lorsqu'elle va être adoptée, même les personnes qui sont actuellement condamnées peuvent demander le bénéfice effectivement de cette loi en raison d'un mois de travail d'intérêt général pour 3 mois d'emprisonnement. Donc cette loi, comme je le dis, va nous permettre effectivement de désengorger nos prisons, de faire en sorte que ceux qui ont fauté et qui ont causé du tort à la société puissent effectivement s'amender et retrouver une réinsertion sociale plus efficace et permettre effectivement que cette population, cette main-d'œuvre puisse être utilisée pour accompagner les projets de développement de notre pays. Le ministère en charge de l'urbanisme a soumis au Conseil des ministres un programme intitulé « Programme de développement urbain ». Et le Conseil a approuvé ce programme et a autorisé le ministère à poursuivre son élaboration. Alors ce programme vise essentiellement à moderniser nos villes, à donner un autre visage de nos villes. Donc il comporte un certain nombre de composantes majeures, dont la première concerne tout ce qui est aménagement à l'intérieur de nos villes. Et malheureusement, dans le cadre de l'aménagement progressif de nos villes, il y a un retard qui a été accusé en termes d'aménagement. Donc tout ce qui est question de voirie urbaine, tout ce qui est question d'assainissement d'eau pluviale, d'aménagement en tout cas des réseaux d'assainissement de nos villes. Donc une première composante principale va permettre de prendre en charge toute cette question-là. Il y a une deuxième composante qui concerne tout ce qui est modernisation, rénovation des cœurs historiques de nos villes, des quartiers anciens de nos villes. Naturellement, cela va se faire en concertation avec le ministère en charge de la culture. Et la troisième composante concerne également tout ce qui est ville secondaire. L'aménagement est étendu également au niveau des villes secondaires et également toute la partie gouvernance, l'élaboration des outils de gouvernance, de planification urbaine. Donc,
le chef de l'État, le président du Faso, a donné des instructions, sa vision sur ce que doit être, ce que doit ressembler nos villes dans les prochaines années. Et cette vision sera naturellement déclinée dans la phase préparation, dans la phase élaboration de ce programme-là. Donc, à côté des grands autres programmes qui sont développés au niveau du ministère en charge de l'urbanisme, ce programme vient également contribuer en tout cas à améliorer et à aménager et à changer carrément l'image en tout cas de nos principales villes. Et je pense que l'autorisation aujourd'hui va nous permettre de poursuivre, de développer le programme et d'aller vers la mobilisation du financement pour sa mise en œuvre. Un avant-projet de loi portant dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que la prolifération des armes de destruction massive. Il faut dire que cet avant-projet de loi fait suite à une directive de l'UEMOA sur les dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et ce dispositif introduit dans l'ordonnancement juridique du Burkina permet donc d'avoir un cadre juridique qui permet de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce dispositif a apporté un certain nombre d'innovations, notamment la prise en compte de tout ce qui est transactions électroniques, parce que ces transactions électroniques sont aussi des moyens de blanchiment des capitaux. Et également, à côté de cela, il y a le renforcement du dispositif de sanctions, également le dispositif de détection de tout ce qui est financement du terrorisme, tout ce qui est lutte contre le blanchiment des capitaux. Avec ce dispositif, le Burkina renforce tout ce qui est disposition prise pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Et également, cela va renforcer le dispositif d'accompagnement de la sortie du Burkina de la liste grise du GAFI, parce qu'il y a une surveillance rapprochée actuellement depuis 2021 et le Burkina travaille à sortir de cette liste grise. Un certain nombre d'efforts ont été fournis et nous continuons également dans ce sens pour qu'à la fin de l'année 2024, nous puissions sortir de la liste grise et faciliter donc les transactions à l'international pour les institutions financières du Burkina. Le Conseil a également adopté un avant-projet de loi portant loi des finances rectificatives. Il faut dire qu'à mi-parcours, le point de l'exécution du budget a été fait et il est ressorti la nécessité de faire des ajustements pour tenir compte des nouvelles initiatives qui ont été prises et également des enjeux du moment. Il faut noter qu'il y a eu les initiatives présidentielles pour l'éducation et également pour la santé. Et pour financer ces initiatives, donc, il a été fait des ouvertures sur le budget pour pouvoir prendre en compte ces initiatives. La nouvelle loi des finances rectificatives qui est prévue va permettre de renforcer tout ce qui est dispositif de protection sociale et également le capital humain, donc santé, éducation, mais également des dispositions ont été prises pour pouvoir accompagner l'industrialisation du pays. Donc, ce qui a été prévu, c'est un rehaussement au niveau des recettes et une réduction des dépenses, mais surtout une meilleure répartition pour prendre en compte les questions de santé et les questions d'éducation. En ce qui concerne donc les modifications législatives qui ont été apportées, il a été prévu surtout une exonération de la production de farine de blé, de maïs, de sorgho et d'autres céréales produits localement. L'idée étant de faire en sorte que les entreprises qui font ces céréales-là sur le plan local puissent être beaucoup plus compétitives et également contribuer bien sûr à renforcer les dispositifs en place pour l'industrialisation suite à l'offensive agro-silvopastorale qui est en cours. Et il faut également dire qu'il y a quelques agissements techniques qui ont été proposés au niveau du Code des impôts. Et ensuite, tout ce qui a été pris comme mesure pour la production de permis urbain d'habiter dans le cadre de l'opération spéciale envisagée pour la promotion immobilière a été prise en compte dans le dispositif parce qu'initialement c'était un décret, mais pour renforcer donc la force juridique, cela a été prévu donc dans la loi, donc ce qui va nous permettre de pouvoir rectifier le budget 2024 et aller vers un budget qui nous permet d'atteindre les objectifs, notamment les objectifs sociaux en termes d'éducation, en termes de santé. Il faut dire que dans les dispositifs de modification des textes en matière de fiscalité,
Il n'a pas été prévu donc, de nouvelles taxes. Au contraire, il a été prévu des exonérations et également des ajustements pour mieux maîtriser donc, la collecte des taxes actuelles. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.